Pourquoi une partie des vieux médicaments est-elle détruite, alors qu'une autre, revient dans le circuit? Chaque jour, dans le monde entier, on produit des centaines de milliers de tonnes de déchets médicaux, des seringues usagées, des ampoules vides, des tubes à essai pleins de sang, des gants chirurgicaux, des médicaments périmés. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils deviennent ensuite? Tu sais que certains de ces déchets peuvent rester dangereux pendant des années? Et qu'une mauvaise élimination peut carrément provoquer des catastrophes écologiques. Aujourd'hui, on va jeter un œil derrière les portes des entreprises spécialisées, où des autoclaves, des fours à très haute température et même des réactions chimiques transforment des substances dangereuses en déchets inoffensifs. Comment on stérilise une seringue exactement? Et quels sont les risques liés à une élimination illégale? Reste bien avec nous. La suite, c'est du très très lourd. Chaque année, aux États-Unis d'Amérique, on génère plus de 6 millions de tonnes de déchets médicaux. Et non, la majorité, c'est pas des produits ultra toxiques. La plupart du temps, on parle juste de gants, de bandages, de blouses, de serviettes, en contact avec des fluides biologiques. Mais tout ça, c'est considéré comme potentiellement infectieux, donc hors de question de les balancer à la poubelle classique. Dans chaque hôpital, clinique, cabinet dentaire, laboratoire ou centre vétérinaire, bref, partout où on soigne, il y a des zones clairement définies pour stocker temporairement les déchets. Les objets à risque, comme les seringues, aiguilles, ampoules, bistouris, sont mis dans des conteneurs rigides marqués « objets tranchants ». Ils sont hermétiques et surtout impossibles à percer. Les matériaux humides ou souples, comme les compresses, la gaze, les serviettes, vont dans des sacs spéciaux, souvent rouges ou jaunes, bien fermés. Dans les grands centres médicaux, on les ramasse tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Dans les plus petits, c'est une fois par semaine, ou toutes les 2. Les entreprises qui gèrent ces déchets viennent selon un planning précis. Elles embarquent les conteneurs pleins et laissent des neufs. Tout le trajet est suivi, enregistré, pour éviter toute fuite de substances dangereuses. Un gros hôpital, à lui seul, peut produire jusqu'à 5 tonnes de déchets médicaux par jour. À l'échelle nationale, les établissements américains représentent entre 15 et 20% des déchets biologiques dangereux de la planète. Et même si environ 85% de ces déchets ne sont pas infectieux, ils doivent quand même être traités avec sérieux. Après la collecte, tous les conteneurs sont envoyés vers des installations spécialisées, que ce soit des entreprises privées comme Stericycle ou Daniels Health ou des centres publics. La méthode la plus utilisée, la stérilisation à la vapeur sous pression. Les déchets sont placés dans des chambres hermétiques, puis exposés à de la vapeur, entre 120 et 1 et 134 degrés Celsius, sous 2 ou 3 atmosphères de pression. Le processus dure entre 30 et 60 minutes. Et là, plus de bactéries, plus de virus, plus de champignons. Une fois traité, ce type de déchet n'est plus dangereux. Il est jeté comme une ordure normale. Cette technique permet de traiter environ 30% des déchets médicaux, soit entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. On parle ici de bandages, gaz, blouses, gants, serviettes après injection, seringues sans aiguille, pinces en plastique, tubes, petits contenants sans liquide, flacons usagés, pipettes, boîtes de pétri. Mais certains déchets, les plus risqués, doivent être incinérés. Et là, on monte à 800, voire 1200 degrés Celsius. Ce traitement réduit le volume des déchets de 90 à carrément 95%.
On incinère quoi? Des bouts de tissu, des organes, des membres amputés, des restes fétaux, des fluides biologiques en grande quantité, des médicaments périmés ou interdits, des vaccins, des produits hormonaux, des substances de chimiothérapie, et bien plus encore. Les déchets sont introduits dans le four via des trémies ou des vis sans fin, pour une alimentation continue. À l'intérieur des fours, il y a plusieurs niveaux de combustion. La première chambre brûle les déchets principaux. La chaleur y est telle qu'elle dégrade totalement les matières organiques. La deuxième chambre, elle, monte encore en température pour détruire les gaz résiduels et limiter les émissions nocives. Et ensuite, les gaz passent par des filtres qui éliminent les polluants. Dioxyde de soufre, oxyde d'azote, métaux lourds, fumée toxique. Les médicaments ont tous une date de péremption. Au-delà, certains deviennent moins efficaces, voire dangereux. Ceux à base de substances actives instables sont systématiquement détruits à l'expiration. Mais parfois, même périmés, certains restent efficaces, à condition d'avoir été bien stockés. Les médicaments non encore expirés, bien conservés, jamais ouverts, peuvent être remis sur le marché. Il existe des procédures précises. Les pharmacies peuvent récupérer des stocks non vendus, scellés, et les revendre. Mais sous contrôle strict. Et selon les pays ou les régions, les règles varient. Certains acceptent de remettre en circulation des médicaments considérés comme sûrs. D'autres interdisent totalement cette pratique. Il existe aussi des programmes de retour. Quand un patient arrête un traitement ou a des médicaments non utilisés, il peut les ramener en pharmacie. Ces médicaments peuvent être réutilisés ou éliminés correctement s'ils ne sont plus utilisables. Certains médicaments périmés ou ouverts sont parfois utilisés pour la recherche, pour tester leur stabilité ou leur efficacité au-delà de la date limite. On estime que jusqu'à 15% des médicaments vendus en pharmacie finissent jetés, car périmés. Vu la valeur du marché pharmaceutique mondial, cela représente chaque année des milliards d'euros de pertes. D'après certaines études, jusqu'à 90% des médicaments resteraient efficaces après leur date de péremption, si les conditions de stockage ont été respectées. Mais franchement, d'un point de vue humain, on ne conseille pas d'expérimenter avec ça. À moins d'une urgence vitale, bien sûr. Éliminer des médicaments, ça coûte cher. En Europe, où les règles sont très strictes, le traitement des médicaments périmés ou toxiques coûte des dizaines de millions d'euros par an. Alors évidemment, certaines entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Le marché noir des déchets médicaux est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Même des sociétés officielles, pourtant agréées, enfreignent parfois la loi, en choisissant des méthodes moins chères, mais beaucoup moins sûres. Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir.
de la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements. Ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication, ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés, parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'il refroidisse. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication des roulements. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont, petit à petit, donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes. Et pour les roulements à rouleaux, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1 millième de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages.
Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux. La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels. Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort. Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. »